Bien. Bonjour tout le monde. On va essayer de commencer. On est déjà en retard d'une demi-heure. Alors, la thématique de cette séance, elle est très, très, très importante dans la mesure où elle touche en fait le vif du sujet de cette conférence, mais elle touche un espace qui est très riche en termes de création d'emplois, en termes économiques, en termes de potentialité à développer pour pouvoir développer l'entrepreneuriat. Alors on va débattre en fait un certain nombre de questions, particulièrement en fait l'expérience des uns et des autres en fait dans l'entrepreneuriat, la question en fait des contraintes dans ce continent-là, et puis les opportunités qu'il faut saisir pour pouvoir en fait développer l'esprit entrepreneurial en Afrique francophone. Nous avons 6 intervenants. Il n'y en a que 4. J'espère que les autres vont venir. Alors, les intervenants, en fait, de très haute qualité, ayant des expériences très importantes dans ce domaine-là. Je commence par Hicham Znati Sraghini, qui est le directeur, en fait, de la Caisse centrale de garantie ici au Maroc, et il est sur Rabat. C'est l'un, en fait, des responsables d'un grand projet, en fait, aujourd'hui, qui a été mis en place par Sa Majesté, à savoir, en fait, l'entrepreneuriat chez les jeunes. Il y a Madame Fatimata Kouati, elle est là. C'est vous? Bienvenue. Secrétaire générale de l'Association des femmes, chef d'entreprise du Mali. Il y a Anne-Sophie, on attend Anne-Sophie Pansori, directrice générale et présidente de Femmes Chefs d'entreprise en France. Il y a M. Hamid Douche, qui a modéré la première séance. Et je pense que c'est le président de Alter Africa Capital Group, mais également il a une très forte relation avec la Banque africaine de développement. Madame Sagbo Selvi, entrepreneur, présidente de Sénar, les délices de l'ISA, PME sénégalaise. Et puis Madame Jessica Zigel, c'est ça? Zegele, pardon, chef d'entreprise, directrice générale de Yeshua et Exact, Conseil Centrafrique. Alors, on va essayer de s'organiser un peu différemment. Je vais demander aux panélistes en fait d'être précis, concis. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller avec des messages clés concernant l'entrepreneuriat en Afrique, ses potentialités, ses contraintes, comment développer l'esprit entrepreneurial, comment en fait tirer profit en fait des forces et des faiblesses, des forces dans ce domaine-là, mais également comment faire face aux différents défis. Je vais demander à chacun, en fait, dans maximum 7, je peux tolérer jusqu'à 10 minutes, et nous présenter en fait son point de vue sur la question. Sans trop tarder, je demande à M. Hicham Znati Sraghini de prendre la parole. Je dois résumer tout en 7 minutes, ça va être difficile. Bah, écoute, tel que je te connais, tu peux le faire. Enfin, ok, merci pour le défi. Merci, en tout cas, merci pour les organisateurs, pour leur invitation. Je vais essayer au fond de parler sur, on va dire, de la vision que nous avons. Quand je dis nous avons, c'est-à-dire la CCG au Maroc. Nous sommes une institution financière. Ça fait Caisse centrale de garantie, ça fait très old school. Enfin, vous me direz, c'est normal parce qu'on est là depuis 70 ans. Donc en 49, on a bien trouvé ces dénominations Caisse centrale de garantie. Mais au fond, nous sommes aujourd'hui une institution financière pleine, c'est-à-dire nous sommes, on va dire, une banque, mais une banque différente. Notre rôle, c'est là où il y a la faille de marché, c'est là où il y a la question de l'accès au financement se pose, et on essaie d'apporter des réponses. Des réponses, pourquoi ? Parce que le marché a beaucoup de vertus, sauf qu'il soit parfait. Nous aurons toujours de très bons projets qui n'arriveront pas à se financer, non pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce que malheureusement, par rapport aux exigences du marché, soit vous n'avez pas assez de garanties, soit votre rendement n'est pas intéressant. Notre rôle, c'est de corriger ce dysfonctionnement de marché et faire en sorte que chaque année, des milliers et des milliers d'entrepreneurs arrivent à se financer. Et on le fait à travers 3-4 types d'interventions. La garantie, qui est au fond de l'activité bancaire. Nous le faisons avec de la dette. Nous le faisons également en fonds propres, en finançant les startups. Mais également, ce qu'on commence un peu à développer, ce qu'on appelle le non-financial service, c'est-à-dire des services non financiers.
Donc c'est ce que nous faisons. Et nous essayons bien sûr de résoudre cette problématique, certes d'accès au financement, mais qui au fond est je dirais, des problèmes ou des travers que peut rencontrer l'entrepreneuriat. Car l'entrepreneuriat, certes, en tout cas si je prends l'exemple marocain, nous avons fait beaucoup de choses pendant 20 ans sur la question du financement, en partant d'un postulat de base, c'est que tout est bon, nous avons de très bons entrepreneurs, nous avons une belle dynamique d'accompagnement et que le seul problème est un problème de financement. Et puis on se rend compte qu'on fait beaucoup de choses en termes de financement, mais malheureusement là où il y a de l'immatériel, là où il y a le capital humain, on n'investit pas assez. Et donc la problématique aujourd'hui de l'entrepreneuriat n'est pas uniquement une problématique de financement, c'est une problématique qui est beaucoup plus globale, qui va dès le départ, on va dire, de cette culture d'entrepreneuriat, et qui va aller jusqu'au moment où on va dire on est entrepreneur, on veut être entrepreneur, et qu'est-ce qu'être entrepreneur, et comment gérer son entreprise. Donc je dirais, c'est une problématique qui est globale. Donc nous le faisons, comme je disais, la CG, nous sommes avant tout sur l'accès au financement, et un de nos produits les plus importants reste la garantie. Pourquoi, vous allez me dire? Eh ben, c'est là où nous avons l'effet de levier, c'est là où nous arrivons à intervenir pour faciliter l'accès au financement aux différents, en tout cas aux entreprises qui ont un besoin d'accès au financement. Je parlerai d'Entelaka après, si c'est possible. J'essaierai au moins seulement de dresser, on va dire, en tout cas là où l'intervention de la CG se fait aujourd'hui, avec un certain nombre d'acteurs. Les acteurs, ce sont les acteurs du financement, secteur bancaire, sociétés de financement, les fonds de capital risque et de capital investissement. C'est également des incubateurs, etc. Donc tous, je dirais, ces intervenants, nous travaillons avec eux pour faire en sorte qu'il y ait un accès au financement. Et puis, je dirais, un des grands défis que nous avons demain, c'est comment réellement donner une impulsion forte, non pas à la PME de manière générale, mais beaucoup plus de créer, on va dire, une rupture par rapport au passé sur la question de la dynamique entrepreneuriale. Certes, sur sa composante financement, mais pas que, parce que la question de l'accompagnement et surtout une dynamique régionale sont, on va dire, nos défis de demain. J'ai fait vite. Très bien. Ouais. Merci, Zinati. Sereni, c'est très bien, en fait, si on peut laisser beaucoup de temps comme ça pour la discussion. On a gagné quand même 5 minutes avec mon ami Sereni. Madame Fatimata Kouate, à vous la parole, madame. Bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier les organisateurs pour nous avoir invités à cette conférence que je pense être très importante pour nous. Je m'appelle Madame Sissé Fatimata Kouate. Je suis d'abord agent de voyage et présidente de l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme. Et en même temps secrétaire général de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Mali, membre du réseau des femmes opératrices économiques REFOI. Donc, le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, entreprendre en Afrique, entre contraintes et opportunités. Effectivement, le problème de l'entreprise au Mali, on le sait, en Afrique plutôt, on le sait, c'est que l'entreprise elle-même, avant même d'être créée, a son début de problème, du fait même de la décision de création de l'entreprise d'abord. Donc en introduction, nous dirions qu'au lendemain des indépendances, les États nouvellement souverains ont commencé par une nationalisation de ces outils de production légués par le colonisateur. En fait, les différentes régions géographiques et qui ont des colonisateurs différents entre le colonisateur français et le colonisateur anglais n'ont pas eu les mêmes chances de développement. Pour nous, en Afrique de l'Ouest, ou en tout cas les pays colonisés par la France, nous avons été livrés à nous-mêmes. Et le colonisateur anglais a eu plus d'amabilité, si je peux dire ainsi, à encadrer les pays qui ont été colonisés par eux jusqu'à une certaine souveraineté, une certaine liberté de pouvoir voler de leurs ailes. Donc, c'est ainsi que des sociétés d'État ont vu le jour chez nous et des sociétés étatiques
et semi-étatiques. Donc, pour le Mali, les sociétés d'État comme la SOMIEX, Société malienne d'exportation et d'importation, l'OPAM, Office des produits agricoles du Mali, ont vu le jour et absorbé la quasi-totalité des travailleurs du Mali. Ainsi, le problème de l'emploi ne se posait presque pas. Avec la démographie galopante, la mondialisation, la raréfaction des emplois, la donne de la privatisation à outrance importée par les États-Unis, les États africains ont dû faire face à des problèmes comme la baisse du niveau des activités entraînant la fermeture des entreprises et le chômage des employés. La crise économique et son corollaire de mévente et de stagnation des activités. Plus tard, le problème de l'employabilité des jeunes et des femmes a surgi, étant la conséquence logique de la stagnation des économies et de la dégradation des termes d'échange et surtout de la corruption. C'est ainsi que les différentes politiques africaines réfléchissent à comment trouver des formules d'absorption efficiente du chômage des jeunes et des femmes. Et c'est pourquoi il a été envisagé de faire en sorte que nous puissions faire de la création d'entreprises le credo le plus important pour que nous puissions faire face d'abord à l'absorption exactement du chômage et également envisager le développement même de nos États. Donc, et les forces de création d'entreprises. Donc, nous allons commencer par opportunités et forces. Premièrement, des ressources naturelles quasi illimitées. Nous disposons en Afrique de 60% des terres arables non cultivées du monde plutôt, des sols fertiles, du soleil et une grande main-d'œuvre. Nous avons une zone géographique en opportunités non encore exploitées. Énergie solaire, industrie, les télécommunications, services de livraison à domicile, etc. Troisièmement, la main-d'œuvre jeune et dynamique. Quatrièmement, l'émergence de la digitalisation par une demande forte en numérique et les nouvelles technologies. Si nous voulons parler des contraintes et menaces, nous allons parler de la faiblesse des structures encadrantes. L'entrepreneur est livré à lui-même. Et on a également la confusion entre le promoteur et le manager. En général, en Afrique, quand on a de l'argent, on pense qu'on peut créer une entreprise et en même temps la gérer. Et ce cas, on l'a vécu chez nous, par exemple, nous connaissons des chefs d'entreprise qui ont eu 4 femmes. Et les 4 femmes ont exigé que le premier enfant de chaque femme puisse gérer pendant au moins 3 mois l'entreprise. Si bien que quand il n'y a pas l'expertise et que promoteur se transforme en manager, il y a tout le temps des problèmes et l'entreprise a des difficultés à pouvoir s'épanouir. Il y a également les marchés des capitaux non adaptés au financement des PME. Il n'y a pas de cotation en bourse possible, marché obligataire non favorable. L'accès au financement peut être moindre et ainsi décourager l'entrepreneur africain. Effectivement, chez nous, les banques sont frileuses. Elles ont du mal à pouvoir accompagner les créations d'entreprises et même à vouloir faire en sorte que les entreprises puissent s'épanouir et se tourner vers le remboursement des prêts contractés auprès d'elles.
Il y a également l'environnement culturel. L'entourage encourage plutôt la recherche de travail que l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, les gens, en prenant l'exemple sur les cas d'échec, préfèrent se faire embaucher plutôt que d'aller à l'aventure de la création d'entreprises. Donc, il n'y a pas d'entrée de données fiables également sur les études de marché. Voilà. Il y a des problèmes par rapport aux études de marché, nos statistiques ne sont pas fiables. Les idées des entrepreneurs ne cadrent pas avec les attentes des consommateurs. Il y a une non-identification des besoins des consommateurs. Ce problème se pose aujourd'hui au Mali avec l'entrée sur les marchés des Chinois. Les Chinois qui sont des partenaires des entrepreneurs. Et quand ils viennent, par exemple, le produit qui sont prisés pour eux, c'est le double produit blé, riz, maïs. Donc il n'y a que 30% de blé et le reste du produit, c'est soit du maïs, c'est soit du riz. Et au finish, les produits qui sont issus de ces différentes combinaisons ne sont pas vendables. Donc il y a ce problème aussi, l'adéquation entre les besoins et l'existence, ou en tout cas ce que les entreprises veulent créer. Donc, on pourra dire en ce moment que sur la base de ce qu'on a pu identifier en termes d'opportunités, en termes de contraintes, que selon une étude, 40% des Africains de la diaspora se disent prêts à retourner au pays. En fait, nous avons pu identifier le retour des différents membres de la diaspora pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse booster un peu les entreprises et l'économie du pays. Et ils sont prêts à le faire. Mais pour cela, il faut qu'on fasse identifier les idées de projet, car selon Samuel Abdelkrim, fondateur de Emerging Valley et auteur du Startup Lions, au cœur de African Tech, l'Afrique, c'est 54 pays avec des réalités complètement différentes. Si lancer requiert donc beaucoup de préparation et se poser les bonnes questions. Adapter son Madame, je vais vous demander en fait de conclure, s'il vous plaît. Oui, en Afrique de l'Ouest, 54 pays ont des réalités complètement différentes. Donc, si lancer requiert beaucoup de préparation et de poser les bonnes questions. Adapter son offre à la demande des consommateurs. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, le chocolatier Sémol commercialise sa pâte à tartiner, non pas en locaux, comme en France, mais en stick individuel. C'est bon? La conclusion? Oui. Pour ces raisons, répondre à l'habitude de consommation immédiate dans la rue et adapter les prix au pouvoir d'achat local. En termes de financement, prévoir une trésorerie solide, car les délais de paiement sont beaucoup plus longs qu'en Europe.
Il faut surtout leur souhaiter beaucoup de courage, car les contraintes sont nombreuses, mais mener à bien les bénéfices multiformes valent la peine de la lutte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Kouaté-Sissi. Pas mal de points soulevés. On va y revenir à la fin de cette session. Je donne la parole à Monsieur Hamidouche. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais surtout dire qu'au niveau continental, l'environnement des affaires s'améliore de plus en plus, parce que si vous n'avez pas un environnement des affaires entrepreneuriat et des affaires, vous allez avoir beaucoup. Un des grands défis que nous avons, c'est le problème des infrastructures, le manque d'énergie, la complexité des zones monétaires. Si vous travaillez dans un pays, vous voulez travailler avec un autre pays, vous avez des problèmes d'accès aux devises parce que les monnaies africaines, dans leur majorité, ne sont pas. Merci. La majorité des monnaies des pays africains ne sont pas convertibles. Il y a certaines zones, si je peux me permettre de mentionner le cas spécifique de la zone franc CFA, il y a tellement de choses qu'on dit autour de cette thématique. À cause des relations avec l'ancienne puissance coloniale, le CFA s'appelait avant la coopération, les colonies françaises d'Afrique, maintenant on l'appelle la coopération financière africaine. Les gens ne comprennent pas lorsqu'ils veulent entreprendre que emprunter dans la zone franc CFA, on vous impose un taux d'intérêt qui est aussi entre 12 et 18%, alors qu'on est lié à l'euro à travers le compte des opérations qui est logé à la Banque de France, où en Europe, les taux d'intérêt sont soit négatifs, soit inférieurs à 1%. Donc on ne comprend pas pourquoi de tels taux d'intérêt sont assez élevés. Les banques commerciales ne jouent pas le jeu. Les banques commerciales font du retailing banking. Donc c'est le commerce et l'industrie bancaire n'est pas faite pour soutenir l'entrepreneuriat et pour octroyer des financements à moyen et long terme. Dans les années 80, sous la houlette des institutions de Bretton Woods et l'imposition des fameux programmes d'ajustement structurel, beaucoup de banques de développement ont disparu. Même ici, la BNDE n'existe pas. Je voudrais, puisque nous avons une sœur du Mali, dire qu'en 1987, la Banque africaine de développement a apporté un soutien extraordinaire pour sauver la BDM, la Banque de développement du Mali, grâce à un partenariat stratégique qui a été conclu avec la Banque marocaine du commerce extérieur, dirigée à l'époque par Sir Abdel Jouahri, actuel gouverneur de Banque El Maghrib, avant la privatisation de la BMCE. Aujourd'hui, c'est une banque qui existe dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest et qui octroie des prêts à moyen et long terme, alors que dans la majorité des autres pays, il n'y a pas de banque de développement. Le Sénégal, on a transformé le Fonds de promotion économique en BNDS, la Banque nationale de développement du Sénégal, qui essaie de sortir la tête un peu du lot et soutenir, n'est-ce pas, la PME. Autre chose, il faudra, quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'est Madame Cissé, que l'héritage des pays anglophones a été positif par rapport à l'héritage francophone. Si je prends le cas spécifique des échanges intra-africains, il s'élève à peu près à 12 à 13%. La part du commerce de l'Afrique dans le commerce mondial varie entre 2 et 3%. Nous n'avons pas d'instrument de financement dédié au commerce intra-africain. La Banque africaine de développement a créé une banque dédiée au financement du commerce intra-africain. Elle s'appelle la Banque africaine d'import-export. Elle a son siège au Caire. J'étais administrateur de cette banque-là. Mais les Exim Bank est un concept anglo-saxon. Il n'y a aucune Exim Bank dans nos pays francophones. Vous avez une Exim Bank au Nigeria, une en Égypte et une en Tanzanie. Mais c'est un concept que vous trouvez aux États-Unis, vous trouvez au Japon, en Inde, en Chine, etc. Comment voulez-vous booster vos exportations à l'étranger si vous ne mettez pas en place des mécanismes de financement appropriés? Je reviens aussi aux difficultés que nous rencontrons au niveau donc, de l'entrepreneuriat. La corruption, donc c'est un phénomène quand même extraordinaire. Le manque d'accès au marché public. Souvent, on donne les contrats
aux entreprises étrangères, surtout lorsqu'il s'agit de financement assuré par le budget national, lorsqu'il s'agit de financement octroyé par les institutions financières internationales opérant en Afrique, groupe de la Banque mondiale, groupe de la BAD, Banque islamique développement, vous pouvez avoir la chance de participer aux appels d'offres et être payé directement par ces institutions. Mais là, je m'adresse aux jeunes qui sont ici dans ce temple donc, du savoir. Intéressez-vous un peu à ces mécanismes de financement internationaux en Afrique et surtout, maîtrisez les procédures d'acquisition de biens et services. Parce que si vous ne maîtrisez pas ces procédures d'appel d'offres, nationales, régionales, internationales, etc., vous ne pouvez pas aider vos pays aussi à capter une partie de ces financements qui souvent quittent notre continent parce que les entreprises qui gagnent ces contrats viennent de Chine, de Corée, du Japon, de l'Italie, de la France, etc. Je termine pour dire que les bureaux d'études, les ingénieurs conseils ont aussi leur place pour accompagner les États et les entreprises. Nous avons créé la Fédération des consultants africains, n'est-ce pas, au niveau de la Banque africaine de développement, et nous nous sommes assurés que, au moins, pour chaque consultation au niveau des appels d'offres, sur des listes restreintes de 7 entreprises, qu'il y ait au moins 2 bureaux d'études africains, parce qu'il faut quand même s'approprier notre développement. On ne peut pas continuer 60 ans après nos indépendances à dépendre toujours de l'aide publique à l'étranger. Un dernier ras-le-bol, si je peux me permettre, n'est-ce pas, parce que j'exprime ma rage. Lorsque je vois l'aide publique au développement qui vient en Afrique, elle est située chaque année autour de 50 à 60 milliards de dollars, mais l'évasion fiscale par les entreprises multinationales s'élève à 1750 milliards de dollars chaque année. Donc on peut renoncer à cette APD, aide publique au développement, si nos États réussissent à capter la fiscalité, n'est-ce pas, qui fait l'objet d'évasion. L'Union européenne essaie d'imposer au Maroc, n'est-ce pas, de démanteler Casa Finance City parce qu'elle est accusée, elle est mise. Le Maroc est dans la zone grise. Je parle sous le contrôle de mon ami, le directeur de la Caisse centrale de garantie, n'est-ce pas, qui représente quand même une institution honorable de l'État marocain, n'est-ce pas? Alors que de l'autre côté, ils ne disent absolument rien concernant cette évasion fiscale, etc. Et ceci est acté à travers des rapports et des publications de l'Union africaine, n'est-ce pas? Le rôle aussi des commissions économique régionale. C'est important de le dire aussi, hein, parce qu'on ne peut pas travailler en Afrique dans les 54 États, c'est tellement complexe. Voyager d'un pays à un autre, vous êtes obligé de passer par Istanbul ou par Paris ou par Bruxelles pour venir au Maroc si vous venez de l'Afrique de l'Est. Il n'y a pas de liaison directe. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas de liaison directe avec Addis Abeba ou avec Nairobi ou bien avec, n'est-ce pas, d'autres pays de l'Afrique australe avec le Maroc, alors que Royal Maroc, à partir du hub de Casablanca, va dans 38 pays. Mais beaucoup de gens qui viennent de l'Afrique de l'Est sont obligés de monter, n'est-ce pas, jusqu'au nord pour descendre ici. Alors vous imaginez, on perd 4 jours de voyage, 2 jours à l'aller et 2 jours au retour, avec un argent fou juste pour nous déplacer. Comment voulez-vous qu'on fasse, n'est-ce pas, des affaires dans un tel contexte politique, économique, etc. Donc je crois qu'on est tous interpellés pour prendre en charge notre développement. Nos États doivent s'engager davantage. Heureusement, au mois de juillet prochain, on aura cette nouvelle zone de libre-échange économique continentale qui va permettre de booster les exportations intra-africaines en démantelant 90% des droits de douane entre nos pays. Alors, est-ce que c'est faisable? Je pense que oui. Et il y a des Sénégalais ici, je leur dis, écoutez, construisez le pont sur le fleuve Sénégal, entre les 2 villes de Rosso en Mauritanie et au Sénégal, pour permettre d'assurer les liaisons de transport terrestre entre Tanger et Lagos, parce que c'est un projet qui existe et qui malheureusement traîne un peu. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Voilà, la parole à Madame Sagbo. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je vais essayer de peindre un tableau un peu moins, je ne vais pas dire triste, mais quand on entend monsieur qui vient de parler, on se demande est-ce qu'on va entreprendre en Afrique et qu'est-ce qu'on va faire de notre chère Afrique. Moi, en tout cas, je ne suis pas du genre à attendre que les gouvernements fassent pour qu'on puisse entreprendre et se développer. Il y a effectivement les marchés publics, mais je pense qu'il y a aussi les marchés privés et je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse, nous en tout cas africains, prendre en main le développement économique de notre pays par l'entrepreneuriat privé. Si on a des marchés publics, on prend.
mais il ne faut pas compter sur ces marchés pour pouvoir se développer. En tout cas, je pense qu'il ne vaut mieux pas les attendre, parce qu'effectivement, vous venez de parler d'un projet qui date d'il y a je ne sais combien d'années, qui n'a pas toujours été mis en place. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie de se prendre aussi en main. Et moi, je vais plutôt vous parler de l'entrepreneuriat privé, puisque je suis la présidente d'une PME qui s'appelle Lisa & Co, une PME qui transforme noix de cajou et arachides au Sénégal depuis 1982. Je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire de la société et vous parler en même temps des différentes contraintes et des opportunités qu'on a pu avoir sur le chemin et qui nous a permis d'être aujourd'hui ce qu'on est. Donc la société a été créée par ma mère en 82, qui vendait des arachides sur une petite table devant la maison, comme on voit un peu partout en Afrique, en tout cas au Sénégal. Elle a eu la très bonne idée, quand elle a vu que ça marchait, de distribuer ses produits dans les supermarchés. Donc elle est la première Sénégalaise à avoir distribué des arachides en supermarché. Donc dans les années 82, à l'époque, on avait Ranch Filfili, les tout débuts de Casino en fait, qui étaient là. Donc elle a fait son petit bout de chemin avec ses cacahuètes. On parle de Sénar, la marque, qui veut dire Sénégal Arachide, qui est très rapidement devenue Sénar les délices Lisa, quand elle a rajouté les noix de cajou. Donc déjà, matière première de base qu'on trouve au Sénégal, l'arachide. Donc elle a commencé par l'arachide. Ensuite, elle a découvert qu'il y avait la noix de cajou. Et elle a voulu transformer la noix de cajou. Donc on parle ici d'opportunités, on parle de matières premières. Je pense que nous avons en Afrique des matières premières, comme le disait Madame Kouyaté, de très bonne qualité. Nous avons encore la chance d'avoir des terres qui ne sont pas aujourd'hui remplies de pesticides. Nous avons encore cette chance. Et nous avons aussi la chance aujourd'hui, en tout cas, d'être dans l'ère et de tout ce qui est développement durable, tout ce qui est bio. Donc on peut dire que nous avons des matières premières bio, même si nous ne sommes pas estampillés bio, parce que c'est encore un autre sujet. Mais je pense que nous avons la possibilité aujourd'hui, avec les matières premières locales, de pouvoir faire des transformations et de s'appuyer sur l'innovation pour avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, vous allez voir, je crois que j'ai vu circuler aujourd'hui sur les réseaux, on parle du baobab. Le baobab est un superfruit, c'est un fruit. On sait que le baobab, c'est 5 fois plus, il y a 5 fois plus de vitamine C, je pense, que l'orange. Le baobab est un fruit que les Américains, les Canadiens appellent un super fruit, parce qu'effectivement, il contient énormément de vitamines et de vertus. Et c'est un fruit qu'on trouve, en tout cas au Sénégal, qu'on trouve partout. Donc aujourd'hui, l'opportunité qu'on peut avoir, c'est de prendre ces matières premières qui finalement aujourd'hui, malheureusement, sont mises en avant par les étrangers, certes, parce qu'ils se sont rendus compte des vertus de ce produit, l'utiliser, l'innover et en faire quelque chose. Aujourd'hui, vous allez trouver de la poudre de baobab en pharmacie en France. Le sachet de 100 grammes est à 20 €. Le baobab se vend à rien du tout chez nous. Donc, partir de cette matière première qui est une opportunité, la développer, l'innover et la transformer. On parle de transformation. Nous, chez Lisa & Co, on a dans nos valeurs, en fait, il y a la matière première de qualité qu'on prend. On se dit que pour avoir un produit fini de qualité, il faut partir d'une matière première de qualité. Donc on récupère notre matière première dans la zone. Donc les arachides viennent du Sénégal. La noix de cajou vient une partie du Sénégal et le reste vient de la Guinée-Bissau, qui est un pays frontalier au Sénégal. Et nous transformons en utilisant des procédés artisanaux. Nos arachides et nos noix de cajou vont être grillés dans un four à bois à pierre réfractaire. Aujourd'hui, quand vous regardez la noix de cajou dans les rayons des supermarchés, c'est marqué noix de cajou grillée. En général, elles sont rôties dans l'huile. Donc, la noix de cajou est rôtie dans l'huile. C'est comme ça que c'est fait par les industriels. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Et donc, finalement, la transformer autrement aujourd'hui, qui est par exemple de la griller à sec, rend ce produit, en tout cas au niveau qualité, au niveau santé, meilleur. Donc, partir de procédés artisanaux, transformer autrement et donner de la valeur ajoutée à nos matières premières. Chez Lisa & Co, donc nous, en 2015, donc j'ai rejoint la société en 2015, après 23 années dans la finance de marché en France. J'ai décidé donc de quitter le monde de la finance pour rentrer à Dakar vendre des cacahuètes. Je le fais et ça se passe très bien, parce que je suis en train de transformer. Donc je parle là de la valeur ajoutée. Je pense qu'il faut vraiment, dans l'entrepreneuriat, on a effectivement différents... Moi je parle de l'agrobusiness parce que je suis dans l'agrobusiness. La transformation, donner de la valeur à ce qu'on a. C'est en même temps une opportunité pour nous, Africains, d'avoir des matières premières, mais c'est en même temps aussi une contrainte. Ce qu'on voit souvent en Afrique, on va voir un entrepreneur qui va commencer à travailler l'arachide,
puis ensuite va travailler la noix de cajou, puis va travailler le baobab, puis va faire des confitures, puis ensuite va faire du thé et va faire de la cosmétique. Donc on a cette spécialisation qui, je pense, est importante en Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, on devrait chercher à avoir des champions, des entreprises qui sont spécialisées. Nous sommes, en parlant de Lisa & Co, on est dans l'arachide et la noix de cajou qu'on transforme de différentes manières. Vous avez de la crème de cajou, donc ce qu'on appelle le beurre de cajou, qu'on va utiliser en cuisine, en marinade, qui va remplacer le beurre, qui va remplacer la crème. Vous allez trouver chez nous de la praline de cajou. Donc la noix de cajou, en général, elle est grillée, elle est salée ou nature. Et nous, on a la noix de cajou sucrée salée, qui ressemble un peu à la noix de macadamia. Donc d'ailleurs, je l'appelle la cajoudamia, donc notre noix de cajou, notre macadamia à nous. Donc on parle de valeur ajoutée. Mais en même temps, en ne se spécialisant pas, finalement, on va créer des produits qu'on trouve partout. On va trouver le même produit. Quand on va faire un salon avec des PME qui transforment, on risque de trouver le même produit partout. Donc on a la chance d'avoir de belles matières premières, mais il faut qu'on innove. Il faut qu'on puisse innover pour pouvoir sortir des produits rares, des produits qu'on ne trouve pas forcément partout. Ce que je peux dire aussi par rapport aux opportunités, on a la chance d'être dans un continent où tout est à faire. En tout cas, moi, quand je suis au Sénégal, si je pouvais être 3, 4 Sylvie, je pense que j'aurais eu 4, 5 entreprises. Tout est à faire. Et on ne demande pas de réinventer la roue. On a la chance d'avoir aujourd'hui Internet. Il suffit d'aller googliser quelque part, de voir ce qui se fait, ce qui s'est fait en Europe, qui se fait, le ramener à nos réalités et faire pareil. Et je pense qu'aujourd'hui, entreprendre finalement en Afrique n'est pas si difficile que ça, puisqu'on voit les solutions. Certaines solutions de nos problèmes ont déjà été, en fait, les problèmes ont déjà été réglés ailleurs. Donc il suffit peut-être de réfléchir à comment le mettre à notre niveau et y arriver. Par contre, bien sûr, pour pouvoir entreprendre, il faut avoir de l'argent. Derrière l'idée, le projet, il faut de l'argent, donc on va parler du financement. Le financement qui, effectivement, est une grosse contrainte en Afrique. La chance que moi j'ai eue, donc nous, Lisa & Co, en 2017, on a été rejoint par un fonds d'investissement. On a ouvert le capital, et on a un fonds d'investissement qui détient 39% de parts et qui nous accompagne. Donc, ils ont investi en dette et en capital, et ils nous accompagnent pendant 5 ans. Donc, on est sur un mariage. Ce qui est bien dans ce mariage-là, c'est qu'on a défini les règles du divorce avant de se marier. Donc, on sait qu'ils sortent dans 5 ans. On sait que dans 5 ans, quand ils vont sortir, nous serons les premiers à devoir racheter les parts. On sait qu'une entreprise concurrente de la place ne pourra pas racheter les parts. Bref, je pense que c'est un très bon moyen en Afrique aujourd'hui de pouvoir grandir sans compter sur nos chères banques qui finalement ne sont pas vraiment là pour les PME. Vouloir avoir un crédit à la banque pour pouvoir se développer, je pense que de nos jours, c'est du passé. On retrouve le jeune Africain ou celui qui reprend une entreprise comme moi, on a un peu peur d'ouvrir le capital. On se dit, ils vont nous bouffer, ils vont tout prendre. Il faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre pour se développer. Et se dire que lorsqu'on a un fonds d'investissement, par exemple, qui rentre dans un capital, s'ils rentrent, c'est parce qu'ils savent qu'il y a du potentiel. Et s'ils restent, ils sortiront avec quelque chose. S'ils gagnent, nous gagnons derrière. Donc une manière de financer, ça peut être aussi ce financement via le capital risque. Le packaging. Je vais terminer en parlant du packaging. Monsieur a parlé de la logistique tout à l'heure. Un vrai problème. Aujourd'hui, j'achète mes bouteilles en France parce que il n'y a pas de fonderie de verre au Sénégal. Je compte demain ou après-demain aller sur Casa parce que je sais qu'ici, je peux trouver du verre. Donc j'achète des bouteilles que j'utilise comme emballage. J'achète par exemple des sachets Kraft, un peu comme celui-là, dans lequel je mets mes produits. Et ce sachet, je l'achète en France ou en Chine. Donc on a de la matière première qu'on transforme, mais on veut lui donner de la valeur ajoutée. Pour lui donner de la valeur ajoutée, le packaging, c'est 70%. Moi, je sais que mon produit, il est de qualité, je sais qu'il est très bon. Si je le mets dans un sachet quelconque, n'importe quel sachet, il passe inaperçu dans les rayons. Je suis obligée d'investir et d'aller acheter un packaging qui met de la valeur. Ce packaging, je ne peux pas le trouver en Afrique, ou en tout cas pas partout en Afrique. Je vais devoir aller acheter mon packaging en France. Au début, j'ai acheté par petite dose parce que je ne voulais pas investir. Et c'est quand j'ai eu des clients, comme aujourd'hui, je suis à l'aéroport de Dakar, on est avec Server sur les vols de Air Sénégal, on est dans différents supermarchés. Je me suis dit, OK, maintenant, je vais acheter en grande quantité. Pour acheter en grande quantité, qu'est-ce que je fais? Je vais en Chine. Parce que je sais qu'en achetant en Chine en grande quantité, je peux faire mon sachet et il me revient moins cher. Par contre, pour faire venir ce sachet
de la France ou en tout cas de la Chine au Sénégal, il met le temps qu'il faut mettre. Donc je me dis, je vais peut-être l'acheter ici au Maroc. Le Maroc, ça devrait aller par rapport au Sénégal. Récemment, on a commencé à travailler avec la Côte d'Ivoire. On a nos produits qui sont distribués aussi en Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Figurez-vous que si je veux aller en Côte d'Ivoire par bateau, certains transitaires me proposent d'aller au Havre pour ensuite aller en Côte d'Ivoire. C'est complètement aberrant, mais c'est des contraintes qu'on vit au quotidien. Et pour acheter finalement une matière première, on est obligé finalement d'aller la prendre très loin, au Havre. Je la prends à Paris directement. Je ne vais pas aller au Havre pour ensuite aller à Abidjan. Donc la logistique est un réel problème. Et le dernier point, ce serait la partie RH, la partie ressources humaines. On a de la très bonne matière première, on a de très beaux projets en Afrique, mais qu'est-ce qu'on a du mal à grandir par rapport aux compétences, par rapport à la qualité des personnes avec qui on travaille. On en a parlé aujourd'hui, je pense que dans le débat de cette conférence, on parle aussi d'universitaires, donc de comment donner de la valeur. Là, je parle du capital humain. Ça reste pour nous une très grosse contrainte pour pouvoir trouver, je vous donne un exemple, un responsable commercial qui connaît bien le marché, qui a les capacités pour pouvoir travailler tout de suite, c'est difficile. Je recherche un nouvel employé et je lance un appel, je vais me retrouver avec une centaine, voire 200 CV. Ces CV, il faut les trier. Et je vais avoir dans la pile, je suis un informaticien, je vais avoir quelqu'un qui a fait géographie, qui finalement n'a pas eu la chance de trouver quelque chose et se dit, c'est un emploi, je vais y aller, j'aurai peut-être ma chance. Donc on va se retrouver avec ce tri à faire déjà pour trouver la bonne personne, passer des entretiens. Et ensuite, si on trouve la perle rare, comme on peut dire, on va se rendre compte que au moment où il faut être opérationnel, cette personne ne fait pas le poids. Donc on a des jeunes qui sortent et qui n'ont pas ces compétences opérationnelles, qui n'ont pas les soft skills. Donc je pense que cette partie RH est très importante. On peut avoir un entrepreneur qui ouvre une société, qui crée une boîte, mais il ne peut pas y arriver tout seul. Il a besoin de s'entourer de différents profils pour pouvoir y arriver. Et ces profils-là, malheureusement, on a un peu de mal à en trouver. Madame Sagbo, je pense que le message est très je donne juste une dernière chose par rapport à tout ce qui est université, tout ce qui est donc l'OIF. Ce serait intéressant de réfléchir à mettre nos jeunes dans le milieu professionnel très tôt, quitte à le faire dès qu'on est pourquoi pas au lycée, 3 semaines chaque année, pour pouvoir apprendre ce monde du travail qu'on n'arrive pas à nous apprendre à l'université. Merci. Merci beaucoup. Madame Ziguélé. Alors, bonsoir à tous. Merci de nous avoir invités. Moi, je suis Jessica Ziguélé, formée en France. Ce matin, quelqu'un a évoqué rapidement la diaspora. Moi, je suis issue de la diaspora centrafricaine en France. Et après avoir donc étudié en France et aux États-Unis et travaillé aux États-Unis et à Singapour, j'ai décidé de rentrer chez moi. L'opportunité, elle a été très simple. C'est de recréer le confort que j'avais aimé dans tous ces pays-là chez moi. Parce que l'idée, c'était de dire, c'est triste d'apprécier quelque chose ailleurs, mais pourquoi ne pas le reproduire chez soi? C'est la motivation que j'ai eue, moi et une dizaine de mes collègues, quand on a décidé à 5 ans de rentrer chez nous. On a commencé par un contrat social. C'est vrai que, similairement à l'intervention de Madame Sylvie, on s'est dit, si on attend que l'État fasse ou qu'on attend que les collectivités fassent, on va peut-être attendre longtemps. Donc on a décidé de régler nos problèmes nous-mêmes, si je puis dire. Le contrat social, au début, il a été très simple pour nous. On a lancé une initiative avec trois autres jeunes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté les personnes sur place en leur proposant pas seulement un salaire, mais une formation à la clé. C'est qu'on s'est rendu compte que soit les jeunes avaient pas le profil, soit leur profil ne correspondait pas exactement à ce qu'on voulait. Donc on essayait de trouver les personnes les plus motivées. Une fois qu'on les avait identifiées, on les formait nous-mêmes à ce qu'on voulait qu'elles fassent. Donc on a commencé en 2016 avec 5 personnes et en 2019, on était plus d'une trentaine.
après le contrat social, on a voulu l'étendre. Donc, j'ai récupéré la gestion d'un cabinet de conseil qui existait depuis 12 ans déjà en République centrafricaine. Et l'idée, ça a été de recalquer le concept. Donc, c'est d'encadrer les jeunes, de les sensibiliser, comme la dame avait intervenu tout à l'heure, mais également de les accompagner dans les différentes étapes. Nous, le financement, il n'est pas aussi disponible qu'il est au Maroc, voire pas disponible du tout. Mais ce n'est même pas les critères en fait de l'accessibilité au financement qui posent problème, c'est déjà l'information. Être au courant qu'on peut être accompagné, qu'il y a des financements. Vu qu'Internet est peu répandu chez moi, c'est assez compliqué d'y avoir accès. Donc on s'est posé un peu comme un pont au milieu entre les investisseurs internationaux qui n'ont au final pas une grande maîtrise de chez nous et les jeunes qui ont envie d'entreprendre et qui n'ont pas de financement. Donc, on a créé depuis 2 ans déjà des partenariats entre étrangers et locaux pour accompagner des dynamiques déjà existantes en République centrafricaine. Très rapidement, nous, les préconisations qu'on voudrait ou ce qu'on voudrait voir se réaliser, c'est des portails d'orientation. Pourquoi des portails d'orientation? Là où on n'a pas la facilité d'aller sur Google, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un point qui soit un peu comme un point relais où la jeunesse sait qu'elle peut aller se renseigner, elle peut aller se faire former et pourquoi pas avoir un aperçu de ce qu'ils veulent faire. On a travaillé il y a 1 an avec des jeunes ingénieurs des mines sur un projet justement de sensibilisation sur le métier des mines, puisque ma formation de base c'est ingénieur des mines. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné dans les lycées dès la classe de 4e. Et on est allé discuter directement avec les élèves donc de 4e et de 3e. On a répété la même chose au niveau des élèves de terminale. Et là, l'année prochaine, j'espère qu'on pourra le faire à l'université. Parce qu'on s'est dit, il y a un problème d'information. Mais en fin de compte, ça ne nous coûte pas grand-chose d'aller informer nous-mêmes directement les jeunes. On a un problème d'orientation. Au niveau du cabinet de conseil, on réinvestit 10% de notre bénéfice dans l'accompagnement gratuit des jeunes porteurs de projets qu'on juge bankable. C'est quelque part, plutôt que des suggestions, c'est les initiatives en fait, qu'on a entreprises pour essayer de pallier au manquement soit de l'État, soit du reste. Maintenant, un dernier point, je me suis rendu compte avec les échanges ici que la réalité en République centrafricaine, elle est décalée, par rapport au Maroc, par exemple, non pas seulement sur l'accessibilité à Internet, l'accessibilité au financement, mais l'un des décalages qu'on a aussi, c'est je vais le retrouver, c'est pas grave. J'ai un trou, pardon, ça reviendra. En tout cas, chercher des solutions pour résoudre des problèmes. Oui. Nous, notre approche de la chose, c'est pas seulement de lister les problèmes et d'attendre que l'État le fasse, c'est de voir à notre niveau, donc les entrepreneurs. On a réussi à convaincre 10 entrepreneurs, dont la majorité sont des transporteurs, qui acceptent de réinvestir donc entre 5 à 10% de leurs bénéfices pour l'encadrement de ces jeunes-là, sans attendre forcément que ça passe par l'État. Merci. Voilà, vous avez un certain nombre de points qui sont très 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 forts, des messages. Je ne voudrais pas en fait orienter le débat. Je vous laisse en fait découvrir. Je vais faire le résumé à la fin et la parole est à la salle. Alors, je vais vous demander en fait de vous présenter. Je prends la première liste. Oui. C'est où? Ah non, dites-moi. Bonjour. Beau panel. Et pour, présentez s'il vous plaît. je suis Mohamed Beit Babram, je suis professeur à l'université Qadayad, directeur du Career Center de l'université. Et
Et sincèrement, je vois là des expériences réussies et des experts éminents en la matière. Moi, avec la petite expérience que j'ai, en regardant le parcours, là, le cycle de vie d'un porteur d'idées, il a une bonne idée et il veut la développer et il veut un financement. Je pense que, comme il a dit, on n'a plus de problème de financement. Ça se pose plus. Il veut présenter un dossier, il doit déposer un business plan. Il ne sait pas le faire parce que c'est un technicien, éventuellement avec un niveau d'études de qualification assez faible. Il a besoin de faire un business plan, il ne sait pas le faire. Il ne sait pas faire une étude de marché. La data et la donnée, ça n'existe pas. On a beaucoup d'organismes qui ont des datas parfois contradictoires. Et si on demande la data chez, par exemple, le Haut Commissariat au Plan, par exemple, on ne l'a pas. Donc, on est toujours dans le confidentiel. La personne, il doit faire un business plan, une étude de marché, donc il va faire une enquête, qualitative ou quantitative. La partie financière, il y a un problème, il ne connaît pas la finance, il est obligé d'aller chercher de l'aide, être accompagné gratuitement avec de l'argent pour présenter un document. Et là, son financement, il y a déjà des contraintes, et là, son financement de la banque donne de l'argent, mais malheureusement, ce qui se passe, c'est cette histoire de durabilité du projet. Et ça, ce qui m'inquiète pour ça. Il y a assez de programmes qui se développent au niveau Afrique et partout au niveau international. Et parfois, lorsqu'on donne les rapports, on donne des rapports quantitatifs et pas qualitatifs. On dit on a créé, mais combien ça a le retour sur l'investissement. Et ça, c'est le plus important, aussi bien pour la banque et aussi bien pour la personne. Alors, je veux bien savoir, avoir une idée. Est-ce que la banque, il ne pense pas à développer plus ou moins des mécanismes d'accompagnement en post, parce que là, en post-création, et là, je vois madame qui parle du côté packaging, le côté ressources humaines, le côté... Je ne vous cache pas, il y a des coopératives qui produisent des produits extraordinaires au niveau Maroc, des produits de terroir, mais ils ont un problème au niveau marketing, au niveau packaging, comment ils vont... de sites web, je ne sais pas, d'applications mobiles, de brochures, et c'est des choses que normalement... S'il vous plaît, merci beaucoup. Non, vous avez dit beaucoup de choses. Une petite question, Khara. Très simple. Est-ce que l'État ne peut vraiment pas fédérer tous ces efforts qui se passent sur différents programmes pour nous faire émerger une réflexion unifiée et citoyenne pour apporter quelque chose de correct pour nos jeunes? Merci. Très bien, merci. D'autres intervenants? Madame? Allez-y. Le micro est par là, donc je le garde. Présentez-vous, s'il vous plaît. Voilà, je me présente, je suis Madame Sam Aminata Diop, je suis la directrice générale du Fonds de développement et de solidarité municipale. J'en parle parce que je voudrais que vous vous intéressiez un peu sur le rôle des collectivités territoriales dans la promotion, la formation et l'encadrement des jeunes entrepreneurs. Demain, nous aurons l'occasion d'en débattre dans les présentations, mais je voudrais juste que les experts, comme Medouche, s'intéressent principalement au rôle des collectivités locales. À Dakar, l'initiative majeure qui a été prise, c'est de mettre en place un fonds pour financer les jeunes porteurs de projets. Parce qu'on s'est rendu compte effectivement que les porteurs de projets peinent notamment à trouver des ressources financières pour les accompagner. Donc ce fonds a été mis en place pour les accompagner, les financer et les encadrer. Une autre initiative majeure à Dakar, c'est la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise. Parce qu'on s'est rendu compte effectivement que la formation était un gros souci au niveau des porteurs de projets, en partenariat avec des structures comme l'Association des maires francophones, la ville de Marseille. Nous avons mis en place un incubateur pour effectivement accompagner ces jeunes dans la formation, parce qu'il n'est pas facile d'entreprendre. On peut être outillé, avoir tous les diplômes académiques et ne pas savoir entreprendre. Donc, effectivement, nous avons mis en place donc, cette initiative pour accompagner, former et encadrer les jeunes porteurs de projets. C'était juste une contribution pour un peu vous informer de la dynamique qui est enclenchée au niveau de la ville de Dakar. Je vous remercie. Merci, madame. Merci de me passer la parole.
Je suis Makodem Tene Marienne, chercheur en économie. Je viens du Cameroun. C'est vrai, comme l'a dit le précédent intervenant, il y a beaucoup d'initiatives qui se font dans beaucoup de pays depuis plusieurs années, mais le problème persiste. C'est quoi vraiment le problème? Est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème de sincérité des différents intervenants dans toutes ces chaînes, que ce soit au niveau de l'autonomisation des jeunes ou l'autonomisation de la femme? On a beaucoup d'initiatives, beaucoup de belles idées, mais le problème persiste. C'est quoi vraiment? Et le deuxième élément, c'est au niveau de, par exemple, la suggestion que vous avez faite pour les élèves. Je pense qu'il y a ce modèle qui marche très bien en Allemagne, où les jeunes scolaires du secondaire font de l'alternance. Mais nos dirigeants, ils le savent. Pourquoi on n'arrive pas à mettre ça en œuvre dans ce contexte? Ils voyagent, ils vont tout le temps dans tous ces pays-là. Pourquoi on n'arrive pas? C'est ça que je dis quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de sincérité des différents acteurs pour pouvoir faire face à ces problèmes-là? Merci. Merci. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Hamid Mehmed, je suis de l'Université d'Ottawa. Je vous remercie de vos différentes interventions. Et ma question va porter principalement sur ce que je pourrais appeler les conditions fondamentales structurelles de l'émergence d'un secteur privé serein, inclusif. Pourquoi? Parce que je vois qu'on y se vend le doigt sur les dysfonctionnements opérationnels, mais à ma connaissance, qu'en est-il des fondements institutionnels qui devraient permettre aujourd'hui l'émergence d'un secteur privé inclusif? Pourquoi je pose cette question? Tout simplement parce que je ne peux pas nier le fait que plus un régime est totalitaire, plus les coûts de transaction sont énormes, plus le processus d'innovation est extractif, c'est-à-dire n'est pas exclusif, n'est pas inclusif, n'est pas ouvert à toutes les couches de la population. Donc la question est quels sont ces fondements institutionnels qui devraient permettre aujourd'hui l'émergence du secteur privé? Merci. Monsieur. Merci, je m'appelle Moussa Diagne. Je suis en fait dans la conférence sous le titre de secrétaire général adjoint de la Société sénégalaise d'évaluation. Je suis panéliste aussi demain. D'ailleurs, je vous invite, monsieur le directeur, à mon exposé parce que vous abordez beaucoup de problèmes que nous avons en commun. L'un des problèmes que j'aborde dans l'article que j'ai proposé à l'Observatoire, c'est le problème du financement, enfin le problème du service non financier. Et ça, c'est une question que M. Serghini a touchée très rapidement. Si c'est le cas, je n'ai jamais encore vu une institution financière en fait prendre l'initiative de financer le service non financier du fait de son coût et aussi le risque que cela porte. Donc si vous avez vraiment un process, peut-être que le partager avec nous. Parfait. Il va avoir le temps nécessaire pour expliquer tout ça. D'accord, parfait. Sans problème. La deuxième question, c'est Madame Sagbo, si je me trompe, excusez-moi si je prononce mal. Elle m'a inspiré en parlant donc de la vente d'arachide et de... Vous savez, chez nous, vous voyez les grandes surfaces plutôt que je veux dire, qui se développent, qui foisonnent partout dans le pays. Alors, ça m'a fait penser aux APE. Au début, on disait que c'était un frein. Mais aujourd'hui, je pose la question, est-ce que ce n'est pas une opportunité aussi? C'est une question. Très bien, merci. Merci. Oui, allez-y. Bonjour. Non, allez-y. Bonjour, je m'appelle Ayman Wahi, je suis conférencier de l'Université d'Ottawa. Et en fait, j'ai deux questions. La première, elle est posée directement à M. Hicham, puis la deuxième, elle est à vous trois, M. Hicham, M. Aziz et M. Mohamed. Donc, j'aimerais juste citer quelques problèmes du secteur que vous avez cité. Vous avez parlé du manque du capital humain ou de la compétence du capital humain, puis de la difficulté de l'accès au financement, de l'infrastructure, de l'évasion fiscale. Puis j'imagine que c'est des problèmes qui vont plus tacler les PME, petites et moyennes entreprises, puisqu'une grande entreprise, elle n'aura pas généralement une difficulté pour accéder au financement ni à capter des compétences plus ou moins adéquates au poste qu'elle cherche. Donc en fait, la première question, c'est vous avez dégradé le rôle de la CCG en aidant les PME sur 3 volets. L'aspect garantie, puis dette, puis fonds propres en investissant sur des startups et votre tout nouveau service non financier. J'aimerais juste que vous nous détailliez un tout petit peu sur ces 4 axes, puisque moi, ma propre présentation, elle portera sur la culture entrepreneuriale au Maroc,
Je vais aussi viser au-delà de l'aspect académique les instances gouvernementales qui œuvrent à aider les PME. Et puis ma deuxième question, c'est, je vais un petit peu tacler la première question qui a été émise par notre cher professeur de l'université Kadir, je pense, concernant la durabilité. En fait, j'aimerais juste savoir si, à votre avis, la création d'un rôle ou bien d'un poste d'entrepreneur général ou bien d'un conseiller financier, je pourrais dire un conseiller financier fiscal pour les PME lorsqu'ils élaborent leur stratégie ou leur plan d'affaires ne serait pas efficace pour rendre efficient, si possible, tout plan d'affaires. Donc je pense que sa question était qu'il y avait des plans d'affaires qui étaient plus quantifiés. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée sur le rôle de l'entrepreneur général, mais c'est juste la personne qui va venir puis qui va analyser le plan d'affaires qu'une personne ou bien qu'une entreprise a mis en ligne pour dire que si ce plan d'affaires il est totalement adéquat à leurs expectations ou bien est-ce qu'il est vraiment erroné. Donc, c'est mes seules deux questions. Puis à part ça, je vous remercie. Et je Très bien, merci. Monsieur. Bonjour, Bernard Gillet, je suis formateur bénévole et je suis français. Je vis au Maroc depuis maintenant 5 ans et je fais des formations actions tant au Maroc que dans certains pays subsahariens. Et j'ai une question à poser à Fatimata, qui est la représentante de l'AFSEM. Je voulais savoir quel est le lien entre cette association des femmes chefs d'entreprise du Mali avec les chambres consulaires ou les syndicats patronaux qui existent. J'avais une question, pas une question, mais une remarque à faire. C'est d'un côté Mohamed et de l'autre côté Sylvie en ont parlé tous les deux. La question des problèmes de logistique et de transport. J'ai donné mon exemple à titre personnel pour aller en Côte d'Ivoire en 2018. Si je partais de Casablanca, c'était 969 € par la rame. En partant de Marseille, j'ai payé 67 € par Ryanair pour partir de Marseille. Ça m'a coûté 403,60 €. Cherchons l'erreur. Et avec la rame, je précise. Donc ça veut dire que ma trace carbone, et je ne comprends pas bien pourquoi. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles, en termes de logistique, il faudrait agir. Et je voudrais faire deux propositions. Une, parce qu'il se trouve que au début des années 2000, j'ai été l'un des 3 co-gérants d'une coopérative d'activité d'entrepreneurs. Vous avez évoqué la difficulté et souvent l'accompagnement des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on ne s'approvisionne pas comme ça gestionnaire ou même pour les questions de packaging ou d'autres choses. Donc c'est plus facile de mutualiser des moyens comme ça peut se faire dans une coopérative d'activité d'entrepreneurs. Alors qu'ici au Maroc, on a plutôt tendance à pousser à plein de créations de coopératives et non pas essayer de mutualiser un certain nombre de services et jouer sur la diversité et la complémentarité, ne serait-ce que pour faire le packaging ou apporter le petit plus que l'on peut s'apporter les uns avec les autres. Et j'ai une proposition à faire qui est actuellement en train de se développer un petit peu partout en Afrique. C'est la constitution de groupements d'acteurs solidaires. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de la question des élus locaux, des autorités locales. Souvent, sur les questions d'emploi, il y a une discussion entre les élus, entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés, mais la société civile, elle est souvent tenue à l'écart, et on voit ce que ça donne, y compris en France avec les Gilets jaunes. Donc je veux dire que si on arrive à mettre un groupement d'acteurs solidaires, quel que soit le statut, changer la donne. Merci. Merci. Monsieur. Merci. Je suis Soyez concis, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Oui. Je salue la qualité intellectuelle de... Est-ce qu'on peut changer le micro ? être
également d'accord que entreprendre en Afrique renferme beaucoup de contraintes. D'abord des contraintes au plan individuel, notamment la formation, puisque le système éducatif en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne, que nous connaissons mieux, ne nous donne pas le goût de l'entrepreneuriat. Donc, problème au plan individuel, problème au plan collectif, lié à la crise de confiance. On n'a pas le goût de s'associer pour entreprendre, alors que le financement individuel est presque impossible pour une entreprise pérenne. Nous avons également des difficultés au plan national, des projets ou des plans de financement des idées d'entreprise qu'il ne faut pas du tout perdre de vue, et également des problèmes externes comme le dumping commercial, le dumping social même. Avec les entreprises chinoises, les firmes multinationales, on a des difficultés à créer une entreprise pour faire rapidement face à ces grandes entreprises nationales, multinationales. Et donc, les problèmes, les contraintes sont connus. Mon espoir, du moins, à la fin de cette conférence, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les solutions pour nous, jeunes, désireux d'entreprendre en Afrique. Quelles sont donc les solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à cette difficulté? Voilà un peu mon inquiétude. Très bien, merci. La dernière intervention. Bon, voilà, je prends 2 interventions. Allez-y. Merci de me passer la parole. C'est l'avant-dernière intervention. Hein. Je me nomme Belang Adna Marcelin, je suis camerounais, chercheur doctorant. Ma question va à l'endroit du président d'Inter-Africa Capital Group. Je voudrais savoir quelles sont les stratégies que les organisations internationales qui ont les fonds adoptent pour pouvoir toucher les populations des zones reculées qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Merci. Dernier intervenant. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Diallo Saïdou, doctorant au laboratoire d'économie et de gestion à l'Université de Bretagne occidentale. Donc, moi, ma préoccupation porte ici, comme l'a signalé Madame Sagbo, c'est surtout au niveau de l'adaptation ou l'adéquation de ce qui se passe en Occident pour transposer ça au niveau africain. Est-ce que, comme elle a signalé, c'est bien de réfléchir sur ce qui se passe ailleurs et d'essayer de transposer ça chez nous. Mais la question, qui est la principale question ici qu'on se pose, c'est est-ce que cela peut être adapté? Donc notamment là auprès des accompagnateurs, parce qu'aujourd'hui, ils sont incontournables dans l'écosystème entrepreneurial en Afrique. Donc auprès des incubateurs, toutes les structures d'accompagnement, est-ce qu'il ne serait pas plus opportun d'essayer plutôt d'adapter leur système d'accompagnement à la réalité, à l'environnement et aux besoins des porteurs de projets africains. Très bien, merci beaucoup. Je donne la parole aux panélistes. Voilà, ce serait René. Bien, merci. J'essaierai de commencer par votre question, ce qui me permet de parler un peu plus. Je crois que j'ai du crédit, j'ai pris que 3 minutes sur les 7, hein, donc j'ai 4 minutes. Bien. Rapidement pour dire que ce que nous faisons, nous essayons de le faire, on va dire, dans le cadre d'une vision, d'une stratégie, à savoir que nous sommes là pour accompagner un marché. Notre rôle, même en tant que public, n'est pas de nous substituer au marché. D'accord? C'est-à-dire ce qu'on veut faire et ce qu'on veut avoir demain, c'est des entrepreneurs et non pas des assistés. Ce que peut offrir l'État ou d'autres acteurs, ce sont des outils. Mais l'entrepreneur est toujours au centre. C'est à l'entrepreneur de savoir c'est quoi son offre, c'est quoi son produit, c'est quoi son marché. Mais comme tout entrepreneur, il aura besoin d'outils. Il aura besoin d'outils pour l'aider à peaufiner son idée, son projet, l'endroit, etc. Et toutes ces étapes, ce sont des étapes où vous avez besoin peut-être de soutien et d'aide à l'État ou d'autres acteurs, de vous mettre à votre disposition, tout en vous laissant mettre, et surtout à vous, entrepreneurs, de faire le projet. La pire des choses qu'on a eues, et ce qu'on a beaucoup appris au Maroc des expériences passées, c'est qu'on part du principe que l'entrepreneur est quelqu'un d'assisté, que l'État doit prendre de A à Z, en lui disant c'est quoi ton projet,
ce que tu dois faire, ton financement, je m'en occupe, etc. Et à la fin, quand tu se retrouves en tant qu'entrepreneur, ben, il se dit, ben, j'ai un beau business plan, quelqu'un me l'a fait, le marché, on m'a dit de faire ça, et quand ça ne marche pas, eh ben, le maillon faible reste l'État, il se retourne vers l'État en disant, c'est vous qui m'avez dit de faire ça, moi j'ai rien demandé, d'accord. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire émerger des acteurs de l'écosystème, de manière à ce que les différents intervenants, et je parle de la CCG par exemple, aient un intervenant parmi d'autres. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez aujourd'hui un secteur financier. Je parle du Maroc, je pense, parce que je crois que des situations peuvent différencier, même si aujourd'hui on essaie à travers une association qui s'appelle l'APIGA, qui regroupe un certain nombre de confrères du continent, d'avoir, on va dire, des stratégies qui, on va dire, qui se rejoignent. Au Maroc, on a eu beaucoup de belles choses qu'on a faites qui n'ont pas réussi, mais on a appris. Et aujourd'hui, on a une belle dynamique. Pourquoi ? Parce qu'on a appris surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ce qu'on essaie un peu de partager, en laissant à chaque pays, à chaque organisme similaire, de le faire par rapport à, je dirais, sa réalité. Parce que dans chaque pays, même si on est dans un même continent, on a la même problématique, mais chacun, on va dire, il y a un côté culturel qu'il faut intégrer. Bref, alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une réforme du secteur financier qui a commencé à la fin des années 80-90. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au Maroc ? On a de belles banques qui ne se développent pas uniquement au Maroc, à l'international. On a un secteur du capital investissement, on a le marché des capitaux, on a un certain nombre d'intervenants. Mais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, soit on se dit, c'est bien, pourquoi vous voulez que l'État intervienne ? Puisqu'il y a une offre, il y a une demande, vous êtes bon, l'État vous prend, enfin le marché vous prend, vous n'êtes pas bon, ben le marché ne vous prend pas. Or, malheureusement, on le sait, pas uniquement au Maroc, mais à l'international, ben vous allez avoir de beaux projets qui n'arriveront pas à se financer. Et donc le rôle de l'État, c'est de corriger ce dysfonctionnement du marché. Non pas en se substituant aux autres, de faire, on va dire, une concurrence. Si vous devez faire de la concurrence, vous devez la faire dans les mêmes règles que les autres. Donc votre rôle n'est pas de créer un billet de sélection, mais laisser le marché travailler. C'est ce qu'on fait. Qu'on le fait avec quoi ? Le principal outil reste de la garantie. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à avoir un effet de levier important en laissant le marché travailler. Vous avez l'offre. Nous sommes avec nos partenaires du secteur bancaire, en leur disant essentiellement, et généralement, de manière générale, partout, je pense, mis à part un ou deux pays, généralement, 90% des besoins de financement se font à travers externe de l'entreprise, se font à travers le secteur bancaire. En leur disant, c'est risqué, mais vous pouvez y aller. On est avec vous. Et on prend 50, 60, 70, voire des fois même 80% du risque qu'on partage ensemble. Certes, vous prenez 20% du risque, nous 80%, mais la porte du financement qui était fermée au départ, eh bien, elle s'ouvre et vous permet d'intégrer. Donc la garantie reste le principal outil. Et on l'a adapté par rapport au cycle de vie de l'entreprise. De la créa jusqu'au moment où vous êtes malade et vous avez besoin d'une restructuration. Créa, dev, cycle d'exploitation qui est le principal problématique, contrairement à ce qu'on croit. On croit que la problématique de la PME, c'est uniquement de l'investissement, ce n'est pas vrai. La problématique, elle est avant tout son cycle d'exploitation. 40 à 50% de la mortalité des très petites entreprises, de la PME, c'est l'asphyxie à court terme. C'est là où on n'arrive vraiment pas à trouver vos lignes de financement pour financer vos achats, vos locations, etc. Et nous finançons, comme je disais, nous garantissons certes le secteur bancaire, mais pas uniquement, du crédit bail également. Les fonds de capital risque qui veulent investir dans des startups, nous les garantissons également à près de 60%. Tout ça pour qu'il y ait un maximum de véhicules pour pouvoir financer l'entrepreneuriat. On a réussi, sur quelque chose comme 7 ans, de passer de 1 milliard, soit 100 millions, on va dire, d'euros annuels de garantie ou de crédit donné. Aujourd'hui, on a terminé 2019 avec 26 milliards. On a multiplié ça par 26. On faisait 1000 entreprises. On fait quelque chose comme 22 000 TPME aujourd'hui. Mais quand on regarde cette dynamique, on remarque que celles qui ont moins de 5 ans et celles qui viennent de se lancer sont le parent pauvre. Donc, au fond, nous avons répondu à la problématique de la PME, nous avons répondu à la problématique des entreprises qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais celles qui sont, on va dire, dans une certaine fragilité, parce qu'elles sont dans leur début, nous n'avons pas réellement, je dirais, donné une dynamique. Discours royal du 11 octobre, tous les intervenants doivent travailler pour faire en sorte que la facilitation de l'accès et surtout d'accompagnement se fasse pour qui ? Eh bien, pour cette catégorie d'entreprise. Et donc, Intelaka est au fond une dynamique de différents acteurs, secteur bancaire, mais également d'autres acteurs de l'accompagnement. J'en parlerai si j'ai un moment, rapidement sur la partie, on va dire, immatérielle.
Mais l'idée au fond, c'est de dire quoi? C'est de répondre à 2 ou 3 problématiques qui existent sur l'accès au financement, pour lequel le secteur bancaire, on va dire, mettait toujours, on va dire, le marche arrière pour aller sur ces entreprises. La première, c'est quoi? C'est la garantie. On veut bien vous financer, malheureusement, il vous faut du collatéral derrière. Eh bien, aujourd'hui, l'intervention que nous avons est une manière, on va dire, de faire en sorte que l'entrepreneuriat de moins de 5 ans, c'est-à-dire quand vous voulez vous créer ou les premières années, ne se prononce plus sur votre capacité à avoir un patrimoine, mais par rapport à votre projet. Et c'est ce que nous avons partagé avec le secteur bancaire. Donc aujourd'hui, quand vous avez moins de 5 ans et vous êtes une TPE, quand vous allez voir votre banque, on ne va plus vous demander votre caution personnelle, on ne va plus vous demander est-ce que vous avez de l'actif à mettre derrière votre crédit. Eh bien, on va vous demander uniquement c'est quoi votre projet, votre capacité. Donc l'identifiant de qui? Eh bien, de l'entrepreneur et de votre affaire. Donc là, nous avons répondu à cette problématique d'accès au financement pour les 5 premières années. Et l'objectif, c'est réellement de créer, comme j'ai dit tout à l'heure, une réelle, on va dire, dynamique sur cette problématique. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, la question n'est pas uniquement celle de financement. On se heurte, comme vous l'avez bien dit, sur tout ce qui concerne l'accompagnement. Qui accompagne quoi? Et c'est, je dirais, un de nos points faibles aujourd'hui, c'est que nous avons toujours essayé de répondre à la problématique du financement tout en prenant ce postulat de base. Nous avons de très bons entrepreneurs qui savent très bien. Oui, je fais très vite. D'accord. Oui. J'avais 4 minutes. Oui. Hein? Très bien. Enfin, rapidement, pour dire que ce que nous sommes sur le non-financé service, ce qu'on a commencé à faire, c'est à travers Innovinvest. Innovinvest, on a financé des startups, mais au lieu de financer directement des startups, on a créé un écosystème dans lequel il y a 16 incubateurs accélérateurs. Privés, ils n'appartiennent pas. Ce sont nos partenaires pour pouvoir toucher les startups. Donc c'est ça ce que nous avons commencé à travers tout un réseau de labellisation. Et c'est quelque chose que nous voulons aujourd'hui le faire, non pas uniquement pour des startups, c'est-à-dire dans l'innovation, mais le faire pour un certain nombre de jeunes qui veulent créer leur projet, qui trouvent des structures au niveau régional pour pouvoir être accompagnés. Alors, je dois répondre à la question de M. Bernard Gillet, qui veut savoir le lien entre les chambres consulaires et notre association, l'Association des femmes chefs d'entreprise du Mali. En réalité, nous n'avons pas pu créer un lien entre notre association et ces structures consulaires. Personnellement, j'ai été membre du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Et nous savons que pour être membre de ces structures-là, il faut avoir uniquement son numéro d'identification fiscale. Et pour être membre pour ces membres consulaires-là, il vous suffit d'avoir votre NIF et d'avoir une affinité avec une de ces organisations. Chambre de commerce et d'industrie, chambre d'agriculture, chambre des métiers. Donc si ça se passe comme ça, on est dans une situation où l'AFSEM peut uniquement demander, je vais dire, des services à une de ces structures consulaires-là. Autrement dit, un cadre de concertation bien défini qu'on aurait pu créer avec ces structures, pour le moment, ça n'existe pas. Donc l'AFSEM est en train de voir comment on peut faire ce cadre de concertation en fonction des activités des unes et des autres pour qu'il y ait ce lien, mais ça n'existe pas. Les différentes chambres consulaires entre elles-mêmes avaient essayé de créer ce cadre de concertation, mais ça n'a pas fait long feu, parce qu'il y a des problèmes de structuration qui ne sont pas arrivés à résoudre pour faire face à l'unicité qui aurait pu nous bénéficier à chacun de nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, j'ai noté 4 questions. Je vais aller rapidement. Donc, notre sœur du Sénégal a évoqué la question de l'appui aux collectivités territoriales. Permettez-moi de dire que tous les bailleurs de fonds ont des mécanismes d'intervention et d'appui aux collectivités territoriales. Mais c'est votre ministère de l'économie et des finances, et notamment la direction de la coopération économique et financière, qui détermine le type de requête à soumettre aux différents bailleurs de fonds, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, ou ce que nous appelons les PTF, les partenaires techniques et financiers.
La BAD, par exemple, à titre d'exemple, a soutenu, juste après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, le développement des municipalités parce que 90% de la population sud-africaine n'avait pas accès ni à l'eau, ni à l'électricité, elle n'avait pas d'école, etc. Donc on les a soutenus à travers une opération de 1 milliard de dollars. On a fait ça aussi dans d'autres pays. Donc oui, on peut, n'est-ce pas, vous apporter le financement à condition que cette requête de financement vienne par le truchement de votre ministère de l'économie et des finances. Deuxièmement, la question des garanties. Mon frère Salrini a largement évoqué cette question-là, mais je pourrais dire aussi qu'au niveau de la Banque africaine de développement, par exemple, et c'est le cas de la SFI, de Proparco, filiale de l'Agence française de développement, on a mis en place des mécanismes de partage de risques. Donc la BAD peut émettre une garantie en votre faveur au lieu de vous prêter de l'argent, n'est-ce pas? Donc ça aussi, c'est des mécanismes innovants qui ont été mis en place pour accompagner les entreprises et surtout les investisseurs au niveau de notre continent. La question des prix des billets d'avion, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais sachez que nous avons en Afrique la politique de l'Open Sky. Royal Air Maroc n'est pas un tour opérateur comme, n'est-ce pas, Corsair ou Ryanair. Vous pouvez venir de Paris sur Marrakech en payant 2 €, à condition que vous achetez votre billet suffisamment à l'avance. Ces tours opérateurs, n'est-ce pas, n'achètent pas uniquement, ne vous vendent pas uniquement le billet d'avion, ils vous vendent aussi le séjour, puisqu'ils ont, n'est-ce pas, des conventions avec les hôteliers, etc., dans le cadre du tourisme. Si vous voulez comparer les prix élevés, et moi, j'en souffre parce que je voyage beaucoup avec Royal Air Maroc sur le continent, prenez plutôt comme référence, pas Corsair ou Ryanair, mais Air France. Vous verrez que le prix du billet appliqué par Royal Air Maroc est 3 fois moins cher que celui d'Air France et les vols d'Air France sont toujours remplis. Royal Air Maroc vous offre deux bagages de 23 kg quand vous voyagez en Afrique subsaharienne. Lorsque vous voyagez avec Ryanair, on vous donne 20 kg et vous n'avez pas le droit de mettre, n'est-ce pas, une petite valisette, n'est-ce pas, dans l'avion et il faut payer votre repas, votre café, etc. Alors qu'au niveau de la Royal Air Maroc, on vous l'offre gratuitement. Bien, il reste la question qui m'a été posée sur les stratégies d'appui dans les zones rurales. Je crois que c'était l'avant-dernier. Pardon ? Non, mais je pourrais dire tout simplement que beaucoup de programmes existent parce que n'oubliez pas que le rôle de ces organisations internationales, depuis les années 60, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans nos pays. Or, comme vous le savez, 70% de la population en Afrique vit en zone rurale. Et par conséquent, dans tous les documents de stratégie pays, ou ce que la Banque mondiale appelle les CAS, les Country Assistance Strategy, il y a toujours un volet dédié au monde rural, et notamment aux femmes, etc. Aujourd'hui, le problème de l'accès aux TIC, n'est-ce pas, ne se pose plus parce que avec les énergies renouvelables, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, accès aux TIC. Il suffit tout simplement d'avoir une lampe qui vous permet de vous connecter à Internet, etc. Et comme vous le savez, le mobile banking se développe en Afrique grâce aussi aux smartphones, etc. Donc aujourd'hui, même en zone rurale, on est parfaitement connecté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, il y a 2 interventions qui pouvaient se rapprocher de la mienne. C'est sur le retour qualitatif et est-ce que la politique, elle est sincère. Bon, je pense que vous aurez compris mon point de vue qui n'est plutôt que d'attendre que ce soit la politique qui s'adapte à nos réalités. C'est en fonction de nos réalités que nous essayons d'influencer la politique. Pour le retour qualitatif, c'est la même procédure. C'est de dire les contraintes qu'on rencontre, on les connaît au quotidien pour ceux qui osent entreprendre. Même un jeune qui se retrouve avec sa société asphyxiée, il sait de quoi il s'étouffe. Donc nous, on prend le problème de l'autre côté. C'est de dire à chaque fois qu'on se confronte à un problème, on essaie de voir sur la base des réseaux qui sont constitués, en tout cas chez nous, est-ce qu'il peut y avoir déjà une entraide au niveau des entrepreneurs? Et si oui, sinon, comment est-ce qu'on peut demander l'intervention de l'État ou des différents organismes présents? Moi, je vais juste parler d'un organisme qui, en fait, chez nous au Sénégal, on a l'ADPME, c'est une association pour le développement des PME qui travaille aujourd'hui avec Proparco et l'AFD et ils ont un fonds qu'ils mettent à disposition des jeunes entrepreneurs. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que finalement, quand un entrepreneur a un projet, il va passer par la DPME
qui va valider le projet en quelque sorte, les aider pour corriger le business plan, les aider à mettre en place le business plan. Et lorsque le projet est bon, ils ont un peu comme s'ils estampaient, comme s'ils pouvaient dire, OK, il est bon, il peut passer à la banque. Et donc, cette structure, les fonds sont mis à disposition d'une banque, la Société Générale notamment. Et donc, finalement, il faut passer par cette structure nationale qui est la DPME, avec qui les jeunes vont travailler le dossier de financement, vérifier que tout est bon. Et finalement, c'est comme une garantie, en fait, quand le dossier passe, pour ensuite avoir le crédit. Donc, on a quelques comment on va dire, il y a certaines associations ou structures gouvernementales qui arrivent à avoir des idées pour aider les PME, et ils s'appuient justement sur les aides des grandes banques comme la BAD ou des ONG. Nous, par exemple, l'AFD ou le Proparco vont nous aider pour ce qui est assistance technique. C'est-à-dire que pour pouvoir, par exemple, acheter des machines, ils vont prendre peut-être une partie qu'ils vont payer. On retrouve ça aussi au niveau du bureau de mise à niveau. On dépose un dossier et ensuite le bureau de mise à niveau peut nous aider. Juste par rapport à... Il y a un jeune qui disait qu'on connaît toutes les contraintes, on sait qu'on a des opportunités en Afrique pour entreprendre, ça c'est vrai. Mais les contraintes, je pense qu'il ne faut pas rêver. Les contraintes, elles sont là. Il n'y a aucun boulot, il n'y a rien qu'on fait sans contraintes. Donc maintenant, ces contraintes-là, il faut les étudier avant de se lancer. Moi, je pense que quand on entreprend, il faut en vouloir, il faut l'avoir dans les tripes, il faut y croire, il ne faut pas se jeter à l'eau et savoir qu'on va tomber, retomber, et se relever pour continuer. Donc les contraintes, elles sont là, on ne peut pas les effacer. Dire comment on va faire pour... Il y a des contraintes, il faut essayer de les maîtriser, ou en tout cas de voir comment les maîtriser, et puis se lancer à l'eau, parce que sinon, on ne se lance pas à l'eau. C'est quoi les APE? Ah, d'accord, ok. Donc, vous voulez faire allusion à toutes les chaînes... oui. Ah bien sûr, bien sûr. Oh oui, je les utilise. Non, moi je trouve que c'est une opportunité, qu'on ait la chance d'avoir des étrangers qui viennent investir dans nos pays et qui nous créent des supermarchés, par exemple. Là, vous faites allusion à la chaîne de supermarchés Auchan au Sénégal. C'est triste qu'un Sénégalais n'ait pas pensé monter cette chaîne, il faut le dire. Hein. Ça fait quand même longtemps qu'on est là, il y a Casino, etc. qui sont là. Aucun Sénégalais s'est dit, je vais essayer de monter une chaîne. C'est vrai que ce n'est pas simple non plus, il faut des sous. Que cet investisseur étranger vienne dans notre pays ou monter des chaînes, moi j'ai toujours dit que c'était une chance pour nous. C'est une manière pour nous de nous développer. Maintenant, il y a eu tout un bruit qui disait qu'ils viennent prendre tout ce qu'on a dans le pays. Non, moi je les utilise et je distribue mes produits à travers ces chaînes-là. Parce que je ne peux pas rester dans mon usine et attendre que les gens viennent acheter mes produits. Je passe par ces biais-là. Donc franchement, moi je trouve que heureusement qu'ils sont là en fait, finalement. Maintenant, il y a toute une discussion. Tout à l'heure, on a parlé tout ce qui est délai de fournisseurs qui sont longs, et ça revient à tout ce qui est BFR. Hein. L'exploitation d'une entreprise, elle n'est pas simple. Moi, aujourd'hui, par exemple, on a un fonds d'investissement qui est dans notre capital, et pourtant, tous les ans, j'ai besoin d'une ligne de crédit court terme pour pouvoir faire mon approvisionnement. C'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rêver, quoi. C'est pas parce qu'on a... Voilà. On travaille tous les jours, on se bat, on se lève, et puis on y arrive. Merci. Bien, merci. En fait, si on veut résumer, je vais essayer en fait de synthétiser l'ensemble des idées qu'on a discutées. Je commence par une idée à ma droite, c'est que il faut avoir l'idée, mais c'est une idée en fait qu'on doit étudier en bonne et due forme. Mais derrière l'idée, il y a de la motivation. Si on a de la motivation, on n'a pas de la motivation, il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire qu'en quoi on va réussir. Mais avec la motivation, et ça a été soulevé en fait par René, comme quoi en fait il faut avoir derrière l'ensemble des idées de la motivation, et qui a été soulevé par Madame, c'est que il faut croire au projet, et il faut aller plus loin sur le projet, et il faut penser à sa durabilité, et non pas attendre à ce que tout le monde en fait s'implique, tout le monde aide en fait à mettre en place cette idée. C'est que en fin de compte, on va dire que j'ai pas réussi, c'est parce que ce sont les autres en fait qui m'ont pas aidé. L'idée de départ, il faudrait qu'elle soit bien étudiée. Deuxième chose, c'est que c'est une idée qui doit répondre aux besoins, et non pas une idée comme ça qui vient d'en haut. En fait, je pense qu'elle doit répondre à un besoin, elle doit répondre, autrement dit, à un marché, parce qu'il y a un marché pour le projet, et c'est un marché en fait qui peut aller plus loin. Il y a derrière l'idée, il y a de l'innovation. Donc on a parlé de l'innovation. L'exemple en fait du Sénégal, c'est un très bon exemple.
elle commence par l'idée, elle commence par une potentialité, une opportunité à développer, et puis derrière l'opportunité, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place, à savoir le packaging, à savoir la valorisation de produits, à savoir en fait pour qu'on puisse avoir le marché nécessaire pour l'écoulement des produits. Il y a un problème, c'est la question de l'accompagnement pré- et post-création. Donc avant la création, mais également après la création. Et je pense qu'on a cité ça comme défi, et on a cité ça comme problème aujourd'hui qui se pose, mais on n'a pas oublié également qu'il y a beaucoup d'initiatives en Afrique qu'on peut exploiter. Il y a beaucoup d'idées qu'on peut exploiter. Il y a beaucoup en fait de partenaires. Il y a beaucoup d'intervenants qu'on peut exploiter. Et je pense que l'une des composantes, c'est les collectivités territoriales. C'est-à-dire bon, ils ont un rôle à jouer sur le terrain. La question des ressources humaines revient toujours. Le capital humain revient toujours. Et ça, c'est le point le plus important. Je n'ai pas mis l'accent sur le financement. Pourquoi ? Parce que le financement, il vient après. On a toujours en fait cru comme quoi je commence par le projet, où est-ce qu'il est le financement? Alors c'est ça le problème. C'est que ce n'est pas le premier point à discuter, ça viendra par la suite. Parce qu'une fois que l'idée est mûre, une fois que l'idée est claire, une fois que les choses sont claires, je pense qu'à ce moment-là, le financement viendra. Et là, je salue l'initiative de Madame, c'est qu'elles sont dans la recherche des solutions et non pas dans les problèmes. Il y a des problèmes, il y a des défis, mais il faut savoir comment les affronter, il faut savoir comment en fait les dépasser. Et là, c'est ça le... Bon, il a évité de dire en fait on a cherché le financement, on a cherché des partenariats. On a cherché des partenariats pour en fait financer notre projet. Et ça, c'est très important, ce sont des leçons à tirer de... Mais tout ça, ça se fait dans un environnement global, c'est le climat des affaires. Je pense qu'on ne peut pas travailler dans un cadre global sans parler de climat des affaires, sans parler de l'infrastructure, sans parler de l'accès au marché, sans parler en fait de l'accompagnement par des compétences, sans parler des bénéficiaires en fait compétents, et sans parler en fait d'un certain nombre en fait de mesures, en fait, et surtout en fait mises en place par des gouvernements pour accompagner les porteurs de projets. Je pense qu'il y a là une petite synthèse de l'ensemble des idées qu'on a discutées, et je voudrais en fait dire que ce ne sont pas des choses propres à l'Afrique. C'est à travers le monde. Il y a ces questions-là, et je pense l'exemple en fait de notre ami de la France qui a lancé l'appel pour travailler sur l'idée qu'elle a avancée. Je pense que c'est une très bonne idée, en fait, travaillons ensemble sur l'ensemble des idées, parce que Madame a dit il y a beaucoup d'initiatives qu'on peut exploiter, c'est-à-dire comment trouver de l'interaction entre la réussite ici au Maroc, la réussite dans un autre pays et la réussite dans d'autres contextes, pour pouvoir en fait capitaliser sur les bonnes pratiques et surtout éviter en fait des défis qu'on a vécus par-ci et par-là. Je pense voilà la synthèse de l'ensemble des idées qu'on a discutées. Je voudrais remercier en fait les panélistes. C'était très riche comme information. Elle est diversifiée entre le cas du Maroc, le cas de la Banque africaine, le cas du Mali, le cas du Sénégal et le cas de Centrafrique. Voilà un panel très riche en informations, très riche en termes d'idées et très riche en termes en fait de propositions, qui a été complété par un certain nombre d'intervenants. J'ai compté, c'est à peu près une dizaine d'interventions de la salle. Je vous remercie pour votre attention.